Bonjour à tous. Pour débuter cet épisode 14 dédié à la DB7, voici déjà des images datant d'il y a quelques mois, et qui pourraient mettre en doute votre santé mentale ou votre aptitude visuelle. Mais il n'en est rien puisqu'en effet j'ai eu l'occasion d'immortaliser deux DB7 quasiment identiques et d'essayer celles de notre invité afin d'observer les différents points d'amélioration possibles de mon exemplaire, ainsi que des normes en termes de pression d'huile et de température moteur. Un épisode riche en expérience donc. Merci Serge, et au plaisir de réitérer l'expérience avec pourquoi pas quelques séances de roulage. Peu de temps après, j'ai récupéré un moteur et une boîte de rechange en Ardèche, comme vous le savez. Eh bien, il est temps de voir ce qu'il a dans le ventre. Même s'il ne s'agit pas de le démarrer, ne possédant malheureusement pas de gestion de rechange à brancher dessus, je vais pouvoir me faire une idée globale de son état de santé en prenant ses compressions après avoir contrôlé en détail l'état des coussinets de la distribution. Les toutes premières mesures prises sont encourageantes et après quelques tours de vilebrequin supplémentaires, on atteint des valeurs avoisinant les données idéales, soit 16 bars, ce qui est excellent. Pas évident de maintenir le compressiomètre en place tout en mettant le démarreur à la masse. En supplément, je contrôle que l'huile arrive bien au bout du circuit, c'est-à-dire jusqu'au mode de contact de pression. Voilà donc un moteur qui sera soit revendu pour renflouer un peu les caisses mises à mal par ce coûteux projet, soit gardé en mécanique de rechange. Au cas où je trouverai une DB7 avec un autre moteur cassé. Ça ressemble bien à un cercle vicieux. En attendant, si vous vous rappelez bien, j'avais commencé à préparer une boîte pour un remplacement. Voici venu le moment de s'en occuper. On dirait qu'elle n'est pas tout à fait prête à sortir. 2-3 bricoles qu'il faudra virer ici. Allez, rendez-vous dans les locaux où un pont nous attend. Une autre voiture en sort pour faire de la place à notre Aston. Alors, devinette, qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est la vidange du circuit de refroidissement de la boîte. La ligne d'échappement doit maintenant être déposée, suivie par l'arbre de transmission. Notre bienveillant hôte a décidé de garder l'anonymat. Il gagne dorénavant le surnom de Doc. Doc, c'est un vieux de la vieille en matière de mécanique et ce n'est pas moi qui vais lui apprendre quoi que ce soit. C'est donc toujours agréable de bosser avec lui. La partie la plus délicate n'est pas d'accéder aux vis de fixation de la transmission comme souvent, mais simplement de la retirer de son nid douillet, qui malheureusement est un peu trop saillant. On pourrait croire que la boîte a pris de l'embonpoint ces derniers temps, tellement la place manque pour la sortir de là. Donc là, on est un peu sur la droite. Bon bah il y a les canalisations là. On va le tirer peut-être. Alors, bon. Tu veux que je descende là? Je la maintiens la boîte. Il faudrait que ça rentre sur Ça va pas être fun à remettre hein. la... Ouais, putain. Ouais. On lui laisse dire ça, comme ça ira bien. Après avoir joué de l'inclinaison et de la rotation dans tous les sens possibles, on finit par en venir à bout. Une fois les deux boîtes côte à côte, j'interchange les récepteurs d'embrayage et on remplace le joint de sortie de boîte qui assure l'étanchéité avec l'arbre de transmission. Trois mecs en fait. 3 mecs. Opération dans le sens inverse maintenant et au final, ça n'a pas été si difficile que ça. Faut bien compter dans les 7 heures tout compris pour réaliser ce remplacement. Bon alors, suspense, est-ce que la boîte est à l'image du moteur ? C'est Christophe qui va pouvoir le découvrir puisqu'il est l'un des premiers à pouvoir en avoir le cœur net en prenant le volant de la DB7. C'était largement mérité. Fais-moi une belle Axel là, que je puisse filmer. Mais il met la 3 en plus. On est prêt? Ouais.
monte en zone, dans le troisième, ça pousse à peu près pareil. Je n'ai entendu aucun craquement au passage des rapports. Bon signe, non? Voilà qui permet de vérifier en situation que la voiture correspond aux données constructeurs. L'accélération est plutôt linéaire avec des ressources disponibles sur une très large plage de régime. Autant dire que c'est un plaisir de se balader. D'ailleurs, on y va? Allez, embarquez. Vous avez vu? La marche arrière ne pose plus de problème non plus. Plus besoin de tenir le levier en place. Ça peut paraître anecdotique, mais c'est appréciable. Bon, finalement, ce changement de boîte, il n'était pas si terrible. Je sais pas pourquoi je gardais une appréhension, même si en fait, ça reste une boîte de propulsion comme n'importe quelle autre. Avec peut-être la seule difficulté qui est l'étroitesse du tunnel de transmission qui facilite ni la dépose ni la repose, mais ça reste somme toute anecdotique. Donc ça se passe plutôt bien. Ce qui fait que je peux enfin profiter un peu de la voiture. J'entends par là passer la troisième et la quatrième. C'est un sacré progrès, on a donc 2 rapports de plus que précédemment. Les 6 rapports de marche avant sont donc pleinement exploitables dorénavant. Et depuis cette fameuse repose de transmission, j'ai dû parcourir à peu près 150 km. Et il n'y a pas photo, évidemment, c'est beaucoup plus agréable. Il y a moins de jeu au total à la transmission, moins de bruit aussi, et le maniement du levier est largement facilité. Ce qui fait que je découvre peu à peu la voiture que j'avais dû laisser un peu de côté jusqu'à présent, parce que il faut avouer que avec ces problèmes-là, plus l'appréhension de la découverte de la voiture avec les problèmes supplémentaires qui peuvent apparaître, il y avait de quoi stresser un petit peu. Aujourd'hui ça commence à aller mieux, je vois que là mécaniquement ça a l'air de se tenir. Au total depuis le redémarrage du moteur, je crois que j'ai dû faire bientôt 800 km. Ce qui n'est pas énorme en soi, mais je pense que ça permet quand même de valider, disons, la bonne santé du moteur, sachant que j'ai eu aucun signe inquiétant concernant la pression d'huile ou quoi que ce soit d'autre. Profite de cette dernière belle journée avant de nombreux jours de pluie, il semblerait. Comme vous pouvez l'entendre, l'échappement sport fait son petit effet, auditif en tout cas. C'est sympa, ça permet enfin d'entendre le moteur et d'identifier la configuration. On va ouvrir un tout petit peu les vitres, ça puisse être un petit peu plus entendu. Alors, la voiture n'est pas du tout désagréable dans la configuration actuelle, mais il y a encore du chemin pour de l'amélioration, il y a de la marge. Il y a pas mal de jeux encore sur l'ensemble des trains, et c'est pas normal, hein. En l'avant sur le pont, j'avais bien vu qu'il y avait pas mal de cylindres blocs qui commençaient à souffrir de vieillesse, donc à savoir qu'ils étaient un peu craquelés, ou durcis ou trop mous maintenant, et donc ils méritent quand même d'être tous remplacés pour que la voiture soit à la hauteur de ce qu'elle était quand elle était neuve, ou approchante en tout cas. Pour l'instant en tout cas c'est assez ferme, mais ça manque quand même un peu de rigueur, notamment à haute vitesse.
de 130, c'est un peu flou. Donc pas très rassurant pour l'instant. Mais pour autant, voilà, un rythme plutôt cool, bon, ça pose pas de problème. Allez, je vous laisse apprécier un petit peu la santé de la voiture. Est très longue. Et vu la plage de fonctionnement dont on bénéficie, on peut atteindre de sacrées vitesses déjà sur les 2 premiers rapports. Évidemment, vu la cylindrée, de 6 litres ou 5 litres 9 pour les pointilleux, quel que soit le régime et le rapport engagé, il y a du répondant. Alors évidemment, hein, là, si 1800 tours, c'est pas violent, mais la prise de vitesse se fait assez facilement. De ce côté, il n'y a pas de surprise, en tout cas, pas de mauvaise. Je pense que la partie de la voiture qui nécessite le plus de travaux, c'est le train arrière. Il est assez complexe, même s'il y a peu d'organes de liaison avec les roues. Il y a une quantité de cylindres en bloc de support, etc. qui font que, avec l'âge et l'usure, les jeux pris, tout ça s'ajoutant avec le fait que l'arbre de transmission n'a pas d'éléments d'amortissement, il n'y a pas de flector ni rien, tout est monté en dur, disons, tout est rigide. Je ne sais pas si c'est le mot approprié, mais ce qui fait que tout ça fait que les jeux se sentent très rapidement et qui s'amplifient aussi plutôt vite avec le temps. Le différentiel en lui-même, il y a un peu de jeu et comme je vous ai dit dans cette situation et dans cette configuration, bah, ça se sent tout de suite. Donc même s'il n'est pas catastrophique en l'état, il passera probablement chez un spécialiste. Moi j'ai pas les outils de métrologie qui me permettent de le remettre en état de la façon correcte. Donc, on va laisser faire pour une fois, je pense. Après un remplacement de moteur, un remplacement de boîte, une belle prise de tête avec un réservoir d'essence et quelques autres nombreuses difficultés, la tension commence à s'estomper pour laisser plus de place au plaisir. Et la découverte de ce que peut offrir une DB7 au long cours. Une ligne qui ne me laissera jamais indifférent, un V12 au diapason et une combinaison de petits défauts qui rendent une anglaise si attachante. Ne croyez pas qu'on arrive ici à la fin de ce projet, il reste encore, comme je l'ai dit plus tôt, à s'occuper sérieusement des trains roulants. C'est à partir de là que cette voiture délivrera vraiment 100% de son potentiel. Alors, voici quelques séquences qui peut-être transmettront un peu de mon admiration pour le dessin de cette carrosserie et pour ce moteur comme on n'en fera plus jamais.
Et voilà qui conclut cet opus, en beauté j'espère. Si ça vous a plu, on peut donc se donner rendez-vous à la prochaine vidéo pour de nouvelles aventures. Soyez forts, et faites rouler vos vieilles. Bye!